Le Maine-et-Loire, un territoire où la droite modérée domine depuis des dizaines d'années. Le département est divisé en 7 circonscriptions. En 2022, dernières élections législatives, c'est la majorité présidentielle qui a élu le plus de députés, 6, et un seulement pour les Républicains. Aucun vainqueur à gauche. Mais l'extrême droite gagne du terrain. Comme partout en France, le Rassemblement national est arrivé en tête dans la majorité des communes lors des élections européennes. Le Parti socialiste aussi bénéficie d'un regain de popularité. À Angers, par exemple, la gauche de Raphaël Glucksmann est arrivée en tête des européennes avec 21% des suffrages, contre seulement 8% en 2019, une hausse fulgurante. La droite reste néanmoins très forte à Saumur, ou encore à Cholet, où le maire Gilles Bourdoulex se présente pour le Rassemblement national. Pour ce scrutin, tous les députés sortants sont candidats à leur succession. Il y a dans les circonscriptions jusqu'à 8 candidats. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, ne se présente pas aux législatives. Le Maine-et-Loire au cœur de notre dernier débat de cette soirée spéciale que nous ouvrons à présent avec à mes côtés Emmanuel Vauthier. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Courrier de l'Ouest à Angers. Une précision d'abord, nous avions prévu initialement de consacrer notre débat sur le Maine-et-Loire à la circonscription de Cholet, la 5e du département. Tous les candidats étaient d'accord, y compris le maire Gilles Bourdoulex, qui a finalement changé d'avis dans le week-end, d'abord pour des questions d'agenda, avant de finir par reconnaître que pour lui, ce débat, je cite, est un type d'exercice inintéressant qui apporte peu. Face à l'absence de ce candidat malgré tout majeur dans la circonscription, qui a choisi de se présenter, je vous le rappelle, avec le soutien du Rassemblement national, nous avons choisi de nous intéresser à cette circonscription de Cholet à travers un reportage qui a été diffusé aujourd'hui et de consacrer notre débat de ce soir à une autre circonscription du Maine-et-Loire où les candidats, eux, ont envie de débattre sur leurs projets et leurs divergences. Et cette circonscription, Emmanuel, c'est la 2e du Maine-et-Loire. Oui, 2e circonscription qui est intéressante, elle aussi. Circonscription très composite, autour de 115 à 120 000 habitants. Circonscription qui s'étend au sud d'Angers, avec à la fois des quartiers très populaires comme la Roseraie à Angers, et puis des secteurs plus ruraux où il y a pas mal de PME aussi, peut-être sur Chemillé. Voilà, une circonscription qui a été tenue longtemps par le PS, pendant 10 ans, avant que Mme Dupont ne succède à l'Assemblée. Circonscription qui est confrontée à des problématiques très diverses, à la fois des vols, des cambriolages dans les zones rurales, et puis une problématique autour de la desserte en transport avec la ville-centre Angers. Alors, 6 candidats pour ces élections législatives sur cette 2e circonscription. 4 sont sur notre plateau. Bonsoir Léo Métayer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant et vous êtes candidat pour le Nouveau Front Populaire. Et vous êtes membre de la France Insoumise. Bonsoir Thomas Brissot. Bonsoir. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiant en histoire à Angers. Vous êtes aussi un des membres et des responsables de la Cocarde, cette association, ancien membre de l'association étudiante d'extrême droite. Vous êtes, candidat du Rassemblement national sur cette circonscription. Benoît Trio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 52 ans, vous êtes directeur industriel d'une PME à Chemillé. Vous êtes candidat pour le Parti des Républicains. Et puis Stella Dupont. Bonsoir, vous avez 50 ans, vous êtes candidate de la majorité présidentielle En Commun et vous êtes la députée sortante de cette circonscription. 2 autres candidats sur cette circonscription, Bertrand Salquin d'Hiver Centre et Philippe Lebrun pour Lutte ouvrière. On va commencer avec vous, Stella Dupont. Vous êtes une ex-socialiste, vous avez été une des députées les plus critiques, on peut le dire, de la majorité présidentielle. Vous avez d'ailleurs refusé de voter la réforme des retraites. Vu vos réticences, malgré tout, on peut presque s'étonner que vous repartiez sous la bannière macroniste, étonnant pour une presque, entre guillemets, frondeuse. Alors, je crois que je fais partie effectivement du parti En Commun, qui est un allié de la majorité présidentielle au cours de ces dernières années. C'est le parti social-démocrate de gauche qui a choisi de ne pas se placer dans une opposition, mais justement dans une force de proposition. Il n'empêche que parfois, nous ne tombons pas d'accord et que parfois, j'ai été amenée à m'opposer sur certains aspects. Et je pense que ces nouvelles élections qui induisent un nouveau choix des Français, avec une nouvelle majorité qui va être constituée à l'issue de ces élections, nécessite justement d'avoir des gens autour de la table qui sont en capacité de dialoguer, d'écouter. Et je pense que j'ai cette habitude de travail
et avec des gens de gauche et avec des gens de droite. Et je pense que dans ce moment compliqué que nous vivons, eh bien, ça peut être utile, effectivement, et c'est notamment ce qui m'a motivé à me représenter. Donc vous êtes à l'aise de repartir sous, malgré tout, ce fronton de majorité présidentielle? À l'aise sur... oui, parce que je ne vais pas renier tout ce que nous avons fait. Ce serait contre-productif. Et malgré cette différence, cette liberté, cette indépendance d'esprit, cette indépendance politique que je revendique et que je revendiquerai toujours demain. C'est ma marque de fabrique. Je crois que mon attachement au territoire fait que parfois, je considère que telle ou telle mesure ne va pas dans le bon sens, que ce soit en matière agricole, en matière économique, en matière sociale, en matière écologique. Donc je pense que c'est ce qu'attendent aussi les habitants de notre circonscription, des gens ancrés, qui connaissent le terrain et qui sont en capacité d'avoir non pas une position de parti, mais une position propre, compréhensible, adaptée au territoire. Thomas Brissot, pour le RN. Le RN est arrivé partout, en tête en Anjou, c'est une première. Il fait 22% le RN sur la deuxième circonscription, notamment en tête à Trélazé, bastion rouge avec les ardoisières de Trélazé. Malgré ça, quand on regarde les chiffres dans le détail, le bloc de gauche reste important sur la circonscription. C'est pas gagné pour le RN sur la circo. Absolument, absolument. Non, c'est pas du tout gagné. C'est pour ça qu'il faut absolument que les Français aillent voter, puisque c'est un vrai souci qu'on a souvent avec l'abstention. Et aujourd'hui, on a une occasion unique d'aller chercher, notamment sur la deuxième circonscription, mais dans tout le Maine-et-Loire et dans toute la France, d'aller chercher aujourd'hui une majorité présidentielle, une majorité à l'Assemblée nationale, afin de mettre Jordan Bardella à l'Assemblée nationale, enfin, en tant que Premier ministre. Et pour ça, je pense que oui, on a évidemment Madame Dupont qui est très bien placée puisque c'est la députée sortante, mais je pense également à Monsieur Métayer qui fait des très bons scores et que j'ai bien l'intention, avec le reste de l'équipe et le reste des Français qui seront avec nous pour ces élections, de permettre de proposer une alternative à ce qu'on a eu depuis 7 ans et éviter absolument à tout prix que l'extrême gauche et l'alliance de l'extrême gauche puissent arriver en force à l'Assemblée nationale à partir du 7 juillet prochain. Alors justement, l'extrême gauche que vous ciblez, vous considérez que c'est Léo Métayer qui la représente ici sur ce plateau. Est-ce que vous espérez, vous, avec le nouveau Front populaire, membre de l'AFI que vous êtes, profiter des très bons scores de la gauche? On l'a vu sur cette circonscription, plus de 35% si on cumule les différents partis lors des européennes. Ce qui va être important dans cette élection, c'est de montrer ce qu'est la force de proposition de cette gauche de gouvernement. Moi, je réfute totalement ce qualificatif d'extrême gauche. Ce n'est pas là que je me définis, ce n'est pas l'histoire personnelle qui est la mienne. Moi, je viens avant tout de la société civile qui s'engage, je viens du milieu associatif, je viens du milieu syndical. Je suis moi-même pas encarté à la France insoumise. J'ai été investi, comme dans d'autres circonscriptions, par le nouveau Front populaire. Moi, je me revendique avant tout de cette étiquette-là, de celle de la gauche de gouvernement, forte de ses sensibilités, forte de sa diversité, social-démocrate, écologiste, communiste, etc., etc. Moi, c'est ça ma famille politique. Mais il me semble pourtant que sur votre Twitter, vous relayez les propos de Jean-Luc Mélenchon, vous relayez régulièrement ses propositions, donc c'est vrai qu'il y a un décalage par rapport à ce que vous nous indiquez, de ne pas être au sein de la France insoumise, alors même que vous êtes à minima soutien et promoteur en quelque sorte. Moi, j'avais soutenu la liste de Manon Brie, qui était une liste d'ouverture au moment des élections européennes. Avant ça, j'étais membre de Génération, donc un parti là aussi qui est ancré à gauche. De Benoît Hamon. Mais moi, c'est là mon historique de gauche. Je n'ai pas du tout honte de l'étiquette qui est aujourd'hui la mienne. J'ai rejoint du coup la campagne de Manon Brie, qui était la campagne de l'Union populaire, qui est encore plus large. Dans les 12 premiers candidats de la liste aux européennes, seulement la moitié était membre de la France insoumise. Le reste, c'était des candidats d'ouverture. Et moi, je viens justement de cette dynamique des candidats d'ouverture. Et ça ne vous gêne pas d'avoir fait... Excusez-moi. On va continuer un petit peu juste ce tour d'horizon politique. On aura l'occasion de débattre après sur vos programmes, avec vous, Benoît Trilliot, notamment. Benoît Trilliot, on parlait d'étiquette. Vous partez avec une étiquette pas simple à porter, celle des Républicains. On voit tout le contexte national, tous les débats qu'il y a en ce moment sur la stratégie au sein des Républicains. Vous partez sur une circonscription où les LR n'ont pas fait un bon score non plus. Vous étiez en 6e position là, sur ces derniers scrutins avec 7,6%. Vous-même, vous êtes peu connu, en tout cas dans la sphère publique locale. Comment vous allez mener campagne et quelles sont vos ambitions sur cette campagne? Alors en effet, c'est un peu croquignolesque ce qui se passe sur ce qui se passe chez les Républicains. Néanmoins, c'est une voie qui est singulière, qui est un héritage de De Gaulle, de Pompidou, de Seguin, de Chirac. Et je trouve que la grande erreur d'Emmanuel Macron a été vouloir faire un parti de l'hypercentre et de dire c'est moi ou les extrêmes. La démocratie, elle est indissociable avec l'alternance. Donc
Moi, où les extrêmes, ça veut dire à un moment ou à un autre, les extrêmes, par alternance. Je trouve, et je suis content d'entendre Madame Dupont qui montre sa singularité d'être sur un axe de gauche, peut-être proche de ce qui pouvait être les anciens partis qui ont été dégagés par cette vague macroniste. Je pense que le débat peut avoir lieu sur des partis qui peuvent discuter ensemble. Et aujourd'hui, le Parlement le montre, les invectives entre notamment l'extrême droite et l'extrême gauche ne permettent pas d'apaiser le pays. Donc je veux être cette voix dans la circonscription d'une droite modérée, qui ne soit pas les extrêmes, mais qui soit en opposition, notamment avec la politique qui est conduite par Emmanuel Macron. Modérée, mais peut-être très conservatrice. Je ne se connais pas, donc moi aussi j'ai regardé sur votre Twitter et j'ai vu que sur l'IVG, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, vous avez eu des propos extrêmement durs, parlant de déshumanisation ou de décivilisation de notre société parce qu'on inscrivait dans notre Constitution ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps via l'IVG. Donc c'est pas n'importe quelle droite non plus que vous représentez, c'est la droite très conservatrice néanmoins. C'est vous qui... Il me semble, mais on ne se connaît pas bien. Vous voyez, si je suis resté notamment sur cette branche des Républicains, j'avais plein d'autres occasions de partir sur des droites plus extrêmes telles que vous l'attribuez. Alors c'est d'abord une position personnelle, effectivement, que de trouver que la constitutionnalisation de l'IVG n'était pas forcément une priorité dans ce mandat. Il y a tant d'autres priorités, on va en parler sans doute, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie. Mais vous assumez en tout cas cette prise de position que vous dites personnelle. Oui. On va à présent s'intéresser au premier thème de ce débat. Emmanuel, c'est l'écologie. Oui, premier thème important, puisque Christophe Béchu, le ministre sortant, est évidemment très bien connu des Angevins. Un ministre qui a eu du mal au début, mais qui finalement ne semble pas avoir démérité à porter plusieurs dossiers, notamment la question du ZAN, l'artificialisation des sols. Comment est-ce qu'on gère ça, Léo Métayer, sur une agglo comme Angers, où le logement fait défaut, où le prix de l'immobilier, le prix des loyers, notamment pour les étudiants, extrêmement élevé? Comment est-ce qu'on fait pour construire du logement sans étendre la ville, sans mordre sur des terres agricoles autour de la ville? Oui, c'est vrai que la priorité, c'est de ne pas empiéter sur les territoires agricoles qui sont vitaux, notamment dans cette circonscription qui est en grande partie également rurale. Nous, ce qu'on propose, c'est la construction de 200 000 logements par an qui sont abordables avec un blocage des prix des loyers. Ce qu'il faut, c'est travailler à ce que, à chaque fois qu'il va y avoir du bâti, il y ait également une compensation écologique derrière et également que ces logements répondent à des normes environnementales extrêmement précises, notamment en matière d'isolation thermique, en matière de matériaux qui vont être utilisés. Et ça, c'est à l'État d'apporter son aide aux constructeurs, aux familles qui ont besoin de ces logements. Vous êtes aussi sur ces questions écologiques avec des propos qui ont pu faire réagir à la France insoumise, moratoire sur les méga-bassines, sur les grands projets d'infrastructures autoroutières. Sur le nucléaire, en revanche, rien dans votre programme. Quelle est votre position à vous? Est-ce qu'il faut plus de centrales nucléaires ou pas pour arriver vers un mix énergétique plus important? La priorité, c'est avant tout de sortir des énergies qui sont fossiles. Nous, on est favorable à une filière française de l'énergie renouvelable qui va de la production, de la fabrication à la production, c'est-à-dire de la fabrication des outils tels que les éoliennes ou les panneaux solaires jusqu'à une production 100% française. Sur la question du nucléaire, pour l'instant, on n'est pas favorable à une sortie totale du nucléaire parce que nous en avons besoin. Le temps de sortir des énergies fossiles, elle est là la priorité en matière notamment de neutralité carbone. Vous parlez de production 100% française, mais les éoliennes sont massivement construites avec des produits qui viennent le lithium notamment qui est extrait en Afrique ou en Asie, notamment qui est également très polluant et qui est donc pas du tout 100% français puisqu'on va avoir énormément de problèmes au niveau géopolitique avec ça. Et également le problème des éoliennes, c'est que c'est la Chine qui massivement possède cette technologie. On importe ces éoliennes des pays comme la Chine. Donc C'est pour ça que vous êtes pour un moratoire sur l'éolien, Absolument. Vous, au Rassemblement national, mais juste pour des questions industrielles ou pour des questions en disant que ça n'est pas la bonne voie pour faire un mix énergétique plus vertueux? Absolument. L'éolien n'est absolument pas la bonne voie déjà. Mais laquelle alors? Mais le nucléaire déjà pour commencer. Le nucléaire, c'est une énergie... Plus de nucléaire donc. Absolument. Le nucléaire, on n'importe pas d'uranium non plus. Vous parliez du lithium. L'uranium, on ne produit pas d'uranium en France. Mais moi, j'ai pas utilisé cet argument-là à l'origine contre vous. C'est vous qui êtes en train de revendiquer que votre énergie est 100% française. Or, c'est faux.
Alors moi, Ce sera dans la fabrication des éoliennes, vous parliez de la Chine. Nous, ce qu'on veut, c'est justement arrêter d'importer des éoliennes ou des panneaux solaires qui viennent de Chine pour les fabriquer en France. Oui. Si nous raisonnons à l'échelle des Pays de la Loire, la filière éolienne en Pays de la Loire, elle pèse de l'emploi, elle pèse de la compétence, elle pèse du savoir-faire et elle pèse au final des retombées économiques pour la région. L'éolien pose aussi un problème. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production d'énergie éolienne. Et la seule façon de compenser l'éolien, c'est une énergie directement utilisable, à savoir le gaz. Donc plus on utilise d'éolien, plus on doit utiliser du gaz pour compenser les temps où il n'y a pas de vent. Il faut trouver des énergies stables. Le solaire est un peu plus stable, mais pose d'autres problématiques qui viennent d'être signalées. Le nucléaire, aujourd'hui, est probablement la voie sur les prochaines années qu'il faut soutenir. Moi, je pense qu'il faut d'abord actionner le levier de la sobriété, c'est-à-dire qu'il faut moins consommer, il faut sortir des énergies fossiles, ça a été dit également. Donc la sobriété, ça veut dire rénover ses logements, rénover les bâtiments publics. On investit beaucoup auprès des collectivités pour rénover les écoles, par exemple, rénover également les hôpitaux, etc. Et puis, effectivement, une étude indépendante a été conduite qui amène à dire, contrairement à ce que dit monsieur, c'est qu'il faut absolument les deux. Il faut des énergies renouvelables, mais effectivement, elles ont une énergie alternative, donc on n'a pas toujours suffisamment d'énergie, et il faut du nucléaire pour justement arriver à subvenir à nos besoins en énergie, tout en les réduisant, comme on a réussi à le faire au cours de ces dernières années. Si je peux me permettre, il existe des énergies renouvelables qui ne sont pas les éoliennes, notamment. Le problème sûr, que je citais pour les éoliennes n'est pas vrai pour toutes les énergies renouvelables. Tout le panier, l'ensemble des énergies renouvelables sont à développer en fonction des territoires. Mais nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables en soi. Là, je citais les éoliennes pour les problèmes qu'ils causent, notamment... Éoliennes en mer ou éoliennes terrestres les deux. Les éoliennes en mer, elles détruisent énormément les fonds marins et la biodiversité marine. Et les éoliennes sur terre, elles tuent énormément d'oiseaux. Je pense que tout le monde a vu ces vidéos-là. Et... Oui, enfin, c'est très controversé. Moi, je pense qu'on a besoin de l'ensemble des outils renouvelables et des éoliennes là aussi, où c'est possible, bien entendu. Une partie de la circonscription, par exemple, ne peut pas en accueillir. Mais l'éolien en mer, c'est une évidence. La région des Pays de la Loire, d'ailleurs, est l'une des très engagées sur le sujet. Donc, n'ayons pas d'œillères, regardons au cas par cas sur ces sujets. C'est comme vous avez évoqué les méga-bassines, par exemple. Alors, j'allais y revenir. Voilà, on a un problème. C'est un territoire agricole aussi, le Maine-et-Loire. Voilà, c'est un territoire agricole. On a absolument besoin d'eau pour produire nos légumes, nos fruits, enfin l'ensemble des productions agricoles. Se nourrir, on a besoin d'eau. Or, l'eau est rare. Donc, il faut un juste équilibre d'utilisation de la ressource. C'est là où vous parlez de sobriété aussi. Il faut bien entendu que tous les consommateurs consomment moins d'eau, mais il faut de l'eau pour l'espace naturel, bien entendu, pour que la biodiversité vive. Il faut de l'eau pour les usages humains, c'est d'évidence. Il faut de l'eau pour l'agriculture également. Et donc les méga-bassines sont une des solutions? C'est ce que vous nous laissez entendre? Je pense que oui, ça peut être une solution. Je ne pense pas que ce soit adapté au Maine-et-Loire, puisque le Maine-et-Loire est le département qui compte le plus de rivières en France. Et donc, on a une irrigation de surface très importante. Donc, on n'a pas forcément besoin. Nous, on a besoin de réserves plutôt hivernales, c'est-à-dire l'eau de pluie d'hiver, qu'on ait la capacité à la stocker pour pouvoir l'utiliser sur certaines productions. On ne va pas se mettre à tout arroser, c'est faux. Il faut aussi une évolution des pratiques, il faut une sobriété et un changement de certaines productions. Et quand on parle des méga-bassines, c'est aussi l'eau avec une qualité d'eau qui, on le sait, Emmanuel, dans le Maine-et-Loire, se dégrade fortement. On pourrait parler des heures, bien sûr, de l'écologie, mais on va passer à notre deuxième thème parce qu'il est très concernant. C'est d'ailleurs un des thèmes de campagne des législatives bien au-delà du Maine-et-Loire. Une des préoccupations majeures des Français, c'est la santé. La preuve avec ces paroles de citoyens et d'un médecin. Écoutez. Moi, j'ai pris rendez-vous par Doctolib à 6h30 ce matin. Mais on a vu des fois où il n'y a pas de place et il faut trouver des solutions d'urgence. Moi, j'ai ma fille qui est qui a été suivie par une pédiatre ici. Aujourd'hui, on nous a appris qu'il ne prenait plus de rendez-vous parce qu'il y avait un pédiatre qui était parti et qui ne serait pas remplacé. Je me mets à la place des patients. C'est vrai que c'est compliqué de trouver un médecin généraliste et je comprends leur détresse. Après, c'est pas par gaieté de cœur qu'on dit non aux nouveaux patients quand on ne peut pas les recevoir. C'est que avoir un mois de délai pour une consultation, c'est pas agréable pour nous non plus. Voilà pour le témoignage de ce médecin angevin et de ses patients qui étaient dans le département, mais aussi en Mayenne. 120 000 habitants actuellement sont 100 médecins traitants dans le Maine-et-Loire. Ça représente 15% de la population. Est-ce que, Léo Métayer, il faut réguler l'installation de nouveaux médecins dans les déserts médicaux? C'est en tout cas une des propositions du nouveau Front populaire. Oui, bien sûr, il faut réguler leur implantation dans les territoires ruraux notamment, mais également dans certaines villes où on manque de médecins. C'est le cas à Angers et à Cholet, par exemple. C'est exactement le cas à Angers. Moi-même, j'ai des difficultés à trouver des médecins. Et comment est-ce qu'on régule? Puisque les médecins, ils sont très opposés, bien sûr.
Comment est-ce qu'on régule? Ça, c'est à l'État aussi de le faire. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. On a aujourd'hui des concitoyens qui n'arrivent plus à accéder aux soins. Il faut que les médecins soient incités, aidés à pouvoir s'installer en milieu rural. Incités ou obligés? Puisque c'est ça qui est dans le programme du nouveau Front populaire. C'est un travail qu'on aura avec les médecins, de dialoguer avec eux et de faire en sorte qu'ils s'installent, notamment en milieu rural. Je peux me permettre, la gauche cherche toujours à obliger. Au Rassemblement national, on propose quelque chose qui est plutôt incitatif et qui en plus est quelque chose qui sera utile tout de suite. Si jamais on arrive à avoir Jordan Bardella, Premier ministre, dans les quelques mois, on peut mettre ça en place. C'est pour les déserts médicaux, l'exonération d'impôts pour les médecins retraités qui reprendraient leur activité. Qu'est-ce que vous répondez aux médecins trentenaires qui aujourd'hui enlèvent leur plaque? On a des médecins de 30, 35 ans, jeunes médecins qui aujourd'hui retirent leur plaque. Écoutez, ça c'est à mon avis un autre problème. Je pense que quand on a fait une décennie d'études de médecine, si on enlève la plaque, c'est pas juste pour des raisons qui sont... ou alors c'est parce que peut-être ils n'ont pas envie d'être obligés d'aller dans certains endroits, puisque ce n'est pas leur espérance de vie. Mais moi, ce que je pense, là, en l'occurrence, c'est que pour régler le problème maintenant, puisque le problème, moi-même, je n'ai pas de médecin dans le Maine-et-Loire, vous voyez, je suis obligé de retourner dans ma famille en Vendée lorsque je veux voir un médecin traitant. Donc là, tout de suite, maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir d'abord des médecins qui puissent reprendre le travail s'ils le veulent, puisque c'est évidemment incitatif, ça permettrait de régler des problèmes tout de suite. Et ensuite, on n'a pas que le problème des déserts médicaux. En ville, dans les hôpitaux, on a aussi énormément de problèmes de manque de personnel. Et pour ça, on propose de faire 10 000 places de plus dans les IPSI, qui sont les instituts de formation de soins infirmiers, afin de pouvoir très vite envoyer plus d'infirmiers dans les hôpitaux. Les nombres dans les IPSI, je me permets, ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'abandon en cours de route dans les études. Donc on voit bien qu'il n'y a pas qu'un problème de place, si je peux me permettre, dans ces instituts de formation aux soins infirmiers, c'est pour les futurs infirmiers ou infirmières, il y a aussi des problèmes, bien sûr, d'attractivité du métier. Est-ce qu'il faut faire plus, Stella Dupont, sur ce sujet? Le Ségur est déjà allé dans ce sens-là, avec des augmentations en moyenne de 6,5% entre 2021 et 2023. Est-ce qu'il faut aller plus pour rendre les métiers plus attractifs aussi? Alors, je pense que c'est une situation complexe et vous avez raison de poser ce sujet du débat. La santé, c'est un bien essentiel et les Français sont très en attente. Donc on a une difficulté, on a pris les choses à bras-le-corps dès 2017, puisqu'on a revu justement ce fameux numerus clausus de façon à ce qu'on forme beaucoup plus, donc de l'ordre de 30%. Mais vous avez raison, c'est un métier exigeant, difficile. Donc moi je pense qu'il faut une rémunération juste, bien entendu. Sauf que ce n'est pas dans le programme qu'a présenté Gabriel Attal sur la santé. Tout n'est pas dans le programme. Tout n'est pas dans la santé dans ses annonces. Tout n'est pas dans le programme de mon point de vue. Et puis, comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai aussi ma vision propre et de la même manière que je pense qu'on doit faire avec les médecins, avec les professionnels de santé. Donc une proposition concrète, parce que le débat avance, c'est quoi pour vous une proposition très concrète en 10 secondes? Eh bien, c'est accompagner les médecins, écouter. On a des propositions de terrain. Une maison médicale sur les soins non programmés est à l'étude à Angers. Donc ce sont des médecins qui se regroupent pour faire des propositions lorsqu'il n'y a pas de médecin traitant. Il faut les accompagner. Clairement, sur les métiers de santé, il faut absolument revaloriser. Pour revaloriser, qu'est-ce qu'on peut faire d'un autre côté? C'est baisser tout ce qui est administration, notamment dans les hôpitaux. 34% des effectifs des hôpitaux français sont du personnel administratif, contre 22% en Allemagne. J'entends M. Métayer qui propose toujours des sociétés avec plus d'État. Il faut arrêter, il faut libéraliser tout ça. Les professions médicales, la plupart du temps, ce sont des acteurs, des entrepreneurs qui sont passionnés au départ. Et effectivement, par cette suradministration, on casse cette envie de... Les professions médicaux, des acteurs ou des entrepreneurs, peut-être pas complètement. Votre proposition, en fait, ce serait uniquement d'avoir moins de métiers administratifs, moins de postes administratifs. Mais c'est de moins administrer. Mais pour les médecins libéraux sur le terrain qui ne sont plus assez présents. Mais c'est de moins administrer la santé. Aujourd'hui, il y a un temps passé par les médecins qui est énorme pour rentrer dans des cases d'obligations formées par l'État de faire tel type de soins et d'énormément de paperasse, en effet. Donc c'est de lâcher... c'est de libéraliser un petit peu les choses au niveau des médecins. De libérer du temps médical. Simplifier, leur permettre d'avoir des secrétaires, du secrétariat à leur côté, donc le financer. Donc on a besoin de moyens pour passer cette étape critique en définitive, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc on est pendant plusieurs années sur cette situation instable et insatisfaisante. On va passer à présent à une dernière séquence dans ce débat qui avance vite, vous le voyez, ce sont les pour et contre. Je vais vous demander des réponses extrêmement rapides, ce sont des pour ou contre, comme ça porte son nom, c'est-à-dire pas de développement de votre programme. Pour ou contre le blocage des prix sur les produits de première nécessité, Léo Métayer? Pour. Pour, forcément. Forcément pour, si on doit bloquer les prix pour que les Français puissent manger à leur faim.
Pour vous, Romain Brissot? Plutôt pour, puisque évidemment c'est important que les prix ne continuent pas de flamber. Et pour ça, on préfère penser à des baisses de TVA. Des baisses de TVA, même si finalement vous avez renoncé à cette baisse de TVA sur les produits énergétiques. De revenir sur les produits de première nécessité, vous avez annoncé ce report d'un blocage. Stella Dupont, pour ou contre le blocage des prix sur les produits de première nécessité? En période de forte inflation, la question se pose clairement, donc pour. Mais en temps normal, je dirais que... Et sur quel type de produit en amont? Les premières nécessités, c'est ce qui sert à se nourrir, hein, tout simplement. L'alimentation. La base. Je vais être singulier, contre. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, de bloquer les prix. On est dans des marchés libres où ça permet de vendre les produits ailleurs qu'en France. Si on veut une famine comme au Venezuela, c'est un bon moyen. Et un dernier pour ou contre, Emmanuel, rapide aussi. Oui, pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites, Léo Métayer? Pour. On ne peut pas obliger les Français à travailler encore plus, comme ça a été proposé pour les médecins de revenir les faire travailler. Nous, on est totalement contre. Stella Dupont, vous avez voté contre cette réforme des retraites l'année dernière? Il n'y a pas eu de vote puisqu'il y a eu Alors le c'est vrai, mais vous aviez annoncé que vous voteriez contre. Aujourd'hui, vous êtes pour ou contre l'abrogation de cette réforme? Je pense qu'il ne faut pas réouvrir ce sujet. Il y a certainement des choses mais en tout cas, corriger, non, mais non, pas de grand dossier où on remet tout à plat. Romain Brissot, pour ou contre l'abrogation? Je vais exceptionnellement être d'accord avec mon confrère de la France Insoumise. Là, je suis pour l'abrogation, évidemment, puisque c'est une réforme qui est inutile en soi, puisqu'on voit qu'elle n'est pas efficace, en plus d'être contre-productive. Jordan Bardella a dit qu'il n'abrogerait pas la réforme. Et Benoît Trio? Je suis contre réouvrir le débat. On est dans une situation d'endettement qui ne permet pas de recul sur ce point-là. De revenir sur ce sujet. Merci. C'est bientôt la fin de ce débat sur cette circonscription, la deuxième du Maine-et-Loire, où, je le rappelle, 2 autres candidats se présentent sur cette circonscription. Des candidats notamment Bertrand Salquin d'Hiver-Centre et Philippe Lebrun, Lutte ouvrière. Il vous reste à présent 30 secondes chacun, une carte blanche pour conclure. Et le tirage au sort vous a désigné. Benoît Trio. Très bien. Dans 10 jours, on aura avec notre vote le pouvoir de décider. En votant Stella Dupont, de pouvoir prolonger les zigzags du macronisme qui détruisent notre société, en votant pour l'un ou l'autre de ces jeunes ici autour de la table, pouvoir doser un chemin hasardeux, inexpérimenté, qui va fractionner encore plus notre pays. Alors on a un autre pouvoir, vous avez un autre pouvoir, c'est celui d'une autorité d'État restaurée, d'une immigration maîtrisée, d'un travail revalorisé, de familles consolidées, d'une éducation réformée, une nouvelle énergie pour une France apaisée, capable de reprendre son destin en main. Léo Métayer, 30 secondes. Moi, j'aimerais vous parler du quotidien que vivent les Français qui concerne leur pouvoir d'achat et je pense notamment à la précarité de la jeunesse. Je me souviens qu'en tant qu'étudiant, j'ai dû créer des distributions alimentaires au profit des étudiants parce que la Macronie que représente Stella Dupont s'est opposée au repas à 1 €. C'est faux, ça. Vous avez voté contre le repas à 1 €. C'est votre carte blanche, merci. Le repas à 1 €. Vous êtes opposé au rétablissement du repas à 1 € pour toutes et tous. Nous, ce qu'on propose, c'est augmenter le SMIC, l'indexer sur l'inflation. Si les salaires augmentent, alors si les prix augmentent, les salaires doivent également augmenter. Il vous restait 3 secondes, mais du coup, apparemment, vous avez conclu. Thomas Brissot, c'est à vous. Le SMIC est déjà indexé. Je vais m'adresser directement aux électeurs, si vous permettez. Aujourd'hui, on a une chance unique de pouvoir enfin avoir un gouvernement d'union nationale qui nous permette de redresser les choses dans ce pays. Et il faut vraiment saisir l'occasion. Aujourd'hui, on a le choix soit entre revoter de nouveau pour Madame Dupont et faire la même chose que ces 7 dernières années, soit voter pour l'extrême gauche qui, on le sait tous, va nous amener au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, et c'est un devoir, de pouvoir enfin prendre notre destin en main, voter pour le Rassemblement national et les candidats d'Union nationale notamment. Merci Thomas Brissot, c'est terminé. Stella Dupont, le tirage au sort vous a désigné pour terminer ce tour de table. Oui, merci. Alors, j'ai envie de vous passer un message suivant. Dans les prochains mois, la France va donc composer une nouvelle majorité. Ça ne va pas être simple, c'est clair. Et je pense que l'expérience pour défendre les intérêts de nos territoires est quand même un plus dans l'intérêt de tous les Angevins, les habitants du Chemillois, du Chalonnais. Et je pense que cette expérience-là, je suis prête à la remettre au service de l'ensemble de nos habitants. Merci. Je suis quelqu'un de raisonnable, de modéré, Merci. de pragmatique, et je pense que ça peut être utile. Merci Stella Dupont et merci Emmanuel d'avoir été à mes côtés pour ce dernier débat. C'est donc la fin de cette première soirée débat sur France 3 Pays de la Loire. Rendez-vous pour la suite mercredi prochain avec cette fois la Vendée, la Loire-Atlantique avec la 8e circonscription autour de Saint-Nazaire et la Sarthe avec notamment Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, parachutée dans la circonscription historique de François Fillon autour de Sablé. Une campagne électorale que vous
vous suivez bien sûr dans chacune de nos éditions, ici 12-13 et ici 19-20, et que vous retrouverez dans notre prochain Dimanche en politique. On s'intéressera au vote, à la mobilisation des jeunes en politique et dans cette campagne éclair, et à la place des réseaux sociaux. Rendez-vous à 11h10 ce dimanche. Merci à vous tous. Je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur France 3 et sur France Bleu.